Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui je pense encore fera plaisir à certains d'entre vous puisque nous allons parler OVNI. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit allongé ou assis, dans votre canapé, dans un fauteuil, sur votre lit. Vous faites comme vous le voulez. Prenez quand même peut-être quelque chose à boire, de frais si vous avez chaud. Et peut-être quelques petites friandises à grignoter si jamais la faim se fait sentir, surtout que nous allons avoir une assez longue vidéo. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous l'histoire d'OVNI connue sous le nom de l'incident ou de Denali. Même si le nom est quelque part un petit peu faux, puisque ça se passe à plus de 100 km, je crois, de Denali, donc c'est pas vraiment l'incident de Denali. C'est plus précisément l'incident donc de l'avion, le Japan Airlines Cargo Flight 1628 si je vais être plus précise. Alors je vous préviens d'avance, cette vidéo sera longue, mais sachez que j'ai éludé certaines choses, sinon j'en aurais eu pour 4 heures de vidéo. Et j'ai mis de côté pour plus tard, je ne sais pas encore quand, le récit des événements raconté par un des pilotes qui se trouvait dans l'avion à ce moment-là, qui sera certainement dans un des para-info, peut-être le prochain, qui sait. Vu que c'est un récit de A à Z de ce qui s'est passé, je me suis dit que j'allais quand même le mettre de côté. Mais ce sera pour plus tard, parce que sinon ça aurait rallongé la vidéo encore et encore et encore. J'espère quand même que celle-ci vous plaira, que vous aurez à peu près toutes les informations nécessaires, car elle sera déjà bien costaud, je pense. Maintenant que vous savez cela, nous allons pouvoir commencer. Alors, l'incident du vol 1628 de la Japan Airlines, c'est l'observation d'un ovni de grande taille le 17 novembre 1986. Le vol 1628, pour faire plus court, c'était un Boeing 747-246F japonais. Cet avion est parti de Paris et il faisait route vers l'aéroport international de Narita, près de Tokyo. Avec lui, il emportait une cargaison de vin, plus précisément du Beaujolais. Sur la section de vol qui reliait Reykjavik à Anchorage, vers 17h11 à peu près au-dessus de l'est de l'Alaska, l'équipage, qui est donc composé de 3 personnes, va observer 2 objets non identifiés à tribord. Ceux-ci vont s'élever assez brusquement et se rapprocher de l'avion comme s'il escortait celui-ci. Chaque objet comporte 2 groupements rectangulaires, ce qui semble être comme des buses ou des propulseurs, qui sont rougeoyants. Leur fuselage, lui, reste dans l'ombre. Ils sont au plus près des engins et la cabine de l'avion va s'illuminer. Le commandant de bord peut même sentir sur son visage la chaleur des propulseurs. Les 2 engins vont s'avancer, puis va apparaître un 3e objet. Celui-ci a une forme de disque et est beaucoup plus volumineux. Le contrôle de trafic aérien d'Anchorage va demander à un vol de la United Airlines qui est en approche de confirmer ce trafic non identifié observé par les pilotes. Mais lorsque le vol de United Airlines aperçoit le fameux vol 1628 vers 17h51, il ne voit rien d'autre que l'avion vol 1628. C'est tout. L'observation par les pilotes de ces fameux ovnis aura duré environ 50 minutes. Voilà la petite introduction rapide pour vous expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails. En ce qui concerne l'observation, donc je vous rappelle, tout ceci s'est passé le 17 novembre 1986. Lorsque les membres de l'équipage du Boeing 747 de la Japan Airlines vont apercevoir 3 objets volants non identifiés après le coucher du soleil. À ce moment-là, ils survolaient l'est de l'Alaska. Ces objets semblaient préférer la couverture des ténèbres sur leur gauche et éviter d'aller vers les endroits un peu plus clairs qu'il y avait à leur droite. Les 2 premiers objets ont pu être aperçus par les 3 membres de l'équipage. Ces 3 membres étaient le capitaine Kenju Teraoshi, l'ancien pilote de chasse qui possédait plus de 10 000 heures de vol. Le deuxième, c'est le copilote Takanori Tamefuji. Et en dernier, vous aviez l'ingénieur de vol Yoshio Tsukuba. C'était un vol cargo qui sont rentrés,
enfin entré dans l'Alaska, ils ont commencé à survoler l'Alaska, si vous préférez, avec le pilote automatique. Ils ont atteint à peu près une vitesse de croisière de 905 km/h et se situent à une altitude de 11 000 mètres. À 17h09, le contrôle de trafic aérien d'Anchorage va conseiller aux pilotes de se diriger vers Talkeetna en Alaska. Le pilote va faire une manœuvre pour redresser le vol 1628 à peu près à 17h11. C'est là que la capitaine Teroshi va remarquer deux appareils à l'extrême gauche qui se situent à environ 2000 pieds, c'est-à-dire 610 mètres. Il suppose à première vue que ce sont des avions militaires, puisque ceux-ci arpentaient sa trajectoire de vol et ils avaient la même vitesse que lui. À 17h18-19 à peu près, les deux objets vont brusquement se diriger vers une position qui se situait à environ 150 mètres ou 300 mètres devant l'avion. Et ils avaient une configuration empilée, c'est-à-dire qu'ils étaient l'un au-dessus de l'autre. Ce faisant, ces objets auraient activé, sont les témoignages, et je cite là Teroshi, une sorte de poussée inverse et leurs lumières sont devenues éblouissantes. Pour correspondre à la vitesse de l'avion depuis leur approche latérale, les objets affichaient ce que Teroshi décrivait comme un mépris total de l'inertie. Et là je le cite. La chose volait comme si la gravité n'existait pas. Elle a accéléré, puis s'est arrêtée, puis a volé à notre vitesse dans notre direction, de sorte qu'elle nous paraissait immobile. L'instant suivant, elle changeait de direction. En d'autres termes, l'objet avait vaincu totalement la gravité. Le contrôle de la circulation aérienne va être prévenu, lui, à 17h19 et 15 secondes, et il n'a pu confirmer au pilote aucun trafic dans la position indiquée. Au bout d'environ 3 à 5 minutes, les objets vont commencer à adopter une configuration de côte à côte, et ils vont conserver celle-ci pendant environ 10 minutes. Ils vont ainsi accompagner l'avion avec un mouvement ondulatoire et une sorte de rotation avant et vient. C'était comme si tout était sous contrôle automatique. Chaque objet était de forme carrée et ça constituait deux réseaux rectangulaires. Il y avait comme ce qui semblait être des buses ou des propulseurs luisants qui étaient séparés par une section centrale sombre. Le capitaine Teroshi spéculait dans les dessins qu'il a fait et normalement qui sont dans la vidéo que ces objets sembleraient cylindriques s'ils étaient vus sous un autre angle, et que le mouvement observé des buses pouvait sûrement être attribué à la rotation de cylindres. Les objets vont alors partir brusquement vers 17h23 et 13 secondes et se déplacer plus bas que l'horizon à l'est. Lorsque ces deux objets vont disparaître, le capitaine Teroshi va alors apercevoir une bande de lumière pâle qui reflétait leur altitude, leur vitesse et leur direction. Il va alors fixer la portée du radar embarqué à 46 km. Il confirma la présence d'un objet dans la direction de 10 heures à une distance d'environ 13,9 km. Et il va informer l'ATC de la présence de celui-ci. Encore une fois, Anchorage va regarder sur son radar s'ils aperçoivent quelque chose, mais ils ne vont rien trouver sur leur radar. Le centre régional de commandement des opérations du NORAD d'Elmendorf, qui est directement dans la trajectoire de vol, lui va signaler un écho primaire de poussée au bout de quelques minutes. Lorsqu'ils arrivent à peu près au niveau de la ville de Fairbanks, celles-ci vont éclairer un peu l'objet. Et le capitaine Teroshi va croire qu'il peut discerner à bâbord les contours d'un gigantesque vaisseau spatial, qui serait selon lui 2 fois plus gros qu'un porte-avions. Celui-ci était en dehors du champ de vision du premier officier, un Tamefuji. L'objet va effectuer une descente de 35 000 à 31 000 pieds. Mais le radar qui se situe à Fairbanks, donc à l'aéroport de Fairbanks, n'enregistrera lui non plus aucune trace de cet objet sur celui-ci. Anchorage, pour plus de sûreté, va proposer une intervention militaire, mais elle a été refusée par Teroshi. Il avait en tête ce qui s'était passé lors des événements de l'incident de Mantell,
qui était une autre observation d'OVNI depuis un avion qui avait eu lieu dans les années 1940 et qui s'est terminé, si je ne dis pas de bêtises, assez tragiquement. L'objet ne fut donc signalé par aucun des deux avions qui s'approchèrent du vol 1628 pour confirmer sa présence. Le temps que ceci arrive, le dit vol l'avait perdu de vue. Le Boeing va arriver à Anchorage à 18h20 et cela sans incident. Donc voilà comment se passait l'observation et le vol donc qui a permis d'observer ces fameux ovnis. Maintenant venons-en au témoignage des 3 personnes qui se trouvaient dans le poste de pilotage. Terauchi va expliquer dans un de ses témoignages qu'il aura écrit 1 mois et demi après l'observation, et c'est notamment le long texte que je dois vous faire dans une autre vidéo. Là, il n'y a que des extraits, si on peut dire. Alors, 3 à 7 secondes plus tard, un feu comme celui des réacteurs s'est éteint et est devenu un petit cercle de lumière, alors qu'il commençait à voler en palier à la même vitesse que nous, montrant de nombreux tuyaux d'échappement. Cependant, la zone centrale du vaisseau était sous un moteur peut-être invisible. Le milieu du corps du vaisseau déclenchait parfois un flot de lumière, comme un feu de charbon, de droite à gauche et de gauche à droite. Sa forme était un carré, volant à 150 mètres, 300 mètres devant nous, très légèrement plus haut en altitude que nous. Sa taille, elle, était à peu près la même taille que le corps d'un avion DC-8. La combustion des jets d'échappement variait. C'était sans doute pour maintenir l'équilibre. Certains devenaient plus forts que d'autres et certains devenaient plus faibles que d'autres. Mais cela semblait être contrôlé automatiquement. Plus tard, Terauchi va être interrogé par la FAA et il va dire « Oh oui, il y avait de nombreuses lumières. Les échappements sur le moteur étaient alignés tout le long. Mais quand il crachait les jets de recul, c'était si puissant que je ne pouvais pas le voir tellement c'était brillant. Une fois leur explosion de recul arrêtée, la vitesse était absolument constante, pas plus rapide ou plus lente, et je pouvais les voir très clairement. Quand on lui demande s'il a vu d'autres lumières, il dira « Oui, on en a vu. Une lumière inhabituelle venant du dessus d'un vaisseau mère. Ce n'était pas régulier mais blanc, des lumières argentées. Pas dans la même période de temps, mais parfois clignotantes, irrégulièrement éclairées à tout moment, comme des éclairs occasionnels. » Quant au copilote Takanori Tamefuji, lui, il a d'abord pensé que ce qu'il avait vu, c'était un avion. Je le cite. « Je pensais l'idée d'un trafic, enfin j'imaginais les avions, l'éclairage, les feux de navigation et les feux d'atterrissage. Mais il y avait trop de lumière. Je pense, ça faisait comme une guirlande de Noël. Je me souviens de rouge, de orange et d'un blanc pour les feux d'atterrissage. Et un vert faible, clignotant, pulsant. Et les lumières se balançaient comme un vol en formation. L'intensité devenait plus forte, plus faible, plus forte, plus faible. Il va estimer la durée du phénomène à environ 5 minutes, ce qui va être confirmé par les échanges radio. En ce qui concerne Tsukuba, le mécanicien navigant, lui, lorsqu'on va l'interroger 1 mois et demi après l'observation, il dira « La première fois que je l'ai vu, c'était à travers la fenêtre, à la position 11 heures. Il semblait plus grand que des feux de navigation. Je me souviens pas exactement combien de ces lumières étaient là, mais c'était comme des grappes de lumière ondulantes. C'était des lumières blanches ou de couleur ambre. Les lumières devant nous étaient des grappes de lumière, comme ceci. Je pense qu'elles étaient faites de 2 parties. Comment puis-je expliquer cela? Les lumières étaient formées comme des fenêtres d'un avion de passagers. Bien sûr, vous vous doutez que cette histoire va beaucoup ensuite intéresser la presse, qui va être mis au courant par le bouche à oreille. Ce qui fait qu'on ne parlera pas immédiatement de ce qui s'est passé avec le vol 1628, mais un petit peu plus tard. C'était surtout le milieu aéronautique qui en parlait au départ et qui a fait que ça a entre guillemets fuité pour apparaître dans la presse. C'est un journal japonais qui va en parler en premier, le Kyoda Press, qui va révéler toute l'affaire le 29 décembre 1986. L'information va ensuite être diffusée par l'agence de presse United Press International et elle sera ensuite reprise par beaucoup de journaux. Le commandant Terauchi va être interviewé dans la célèbre émission télévisée du Larry King.
Les journalistes vont demander à la FAA, qui est l'administration fédérale de l'aviation, des informations concernant cette fameuse affaire. On va transmettre ces demandes au chef de la division des accidents, évaluation et enquête, John Callahan. Ce dernier va leur demander à rassembler les données sur cette fameuse observation et va pousser la FAA à faire une enquête. Elle va annoncer cette fameuse enquête en faisant une conférence de presse le 4 janvier 1987 et elle transmettra une partie des informations qu'elle a à des ufologues. Tout cela va bien sûr relancer l'intérêt de la presse pour cette observation qui depuis s'était un peu essoufflée. Et le journal People, lui, va consacrer 2 pages à l'événement le 26 janvier 1987. Callahan va ensuite devenir le principal promoteur de l'affaire. Il va notamment raconter le cas à la conférence du Disclosure Project, qui est un programme révélation donc, en 2001. D'ailleurs, cette conférence a fait beaucoup de bruit en rassemblant le témoignage de pilotes militaires et officiels qui disaient avoir vu eux aussi des ovnis. Il va aussi rapporter le cas dans le livre de Leslie Kean, OVNI, où des généraux, des pilotes et des officiels parlent de leur rencontre supposée avec des ovnis. Cependant, la façon dont il a de parler de l'affaire est très fantasmagorique. Et il va un peu mélanger les diverses phases de l'observation qui ont été faites par les pilotes. Le commandant, Kenju Teroshi, a décrit avoir vu un gigantesque objet rond avec des lumières colorées, flashant et tournant autour de lui, qui était beaucoup plus grand que son 747, aussi grand qu'un porte-avions. Son équipage, Takanori Tamefuji et Yoshio Tsukuba, l'ont tous deux vu également. Mais au final, ce qu'il dit est très exagéré et, comme vous venez d'entendre, très différent de ce que je vous ai raconté un peu plus haut sur l'observation qu'ont fait les pilotes. Il va aussi s'amuser à interpréter les échos fugitifs sur les radars comme des sauts qu'aurait fait l'OVNI. Mais c'est assez contradictoire avec ce que Teraoshi, son copilote et son mécanicien navigateur ont pu observer visuellement parlant. Là où on va dire il n'est pas très utile pour raconter ce qui s'est passé, il sera beaucoup plus pertinent par contre quand il va expliquer que les radars qui sont utilisés par la FAA ne sont pas conçus de base pour détecter des phénomènes non identifiés, et donc possiblement des ovnis. Ils sont juste faits pour repérer des avions, c'est tout. Venons-en au cas un peu Teraoshi. Alors la majorité de ces informations, je les ai trouvées sur une page dont je vous mettrai le lien en description, qui est très intéressante et qui étudie de fond en comble ce cas de surnommé faussement incident de Denali, et qui soulève quelques questions et qui soulève aussi des hypothèses, etc. Donc si ça vous intéresse d'aller y faire un tour, comme je vous dis, la source d'une partie de cette vidéo sera en description, et c'est de là aussi que j'ai pu avoir la fameuse déclaration de Teraoshi, que je ferai donc, comme j'ai dit, dans une vidéo ultérieure. Pourquoi je veux en revenir sur Teraoshi? Puisque j'ai découvert avec ce fameux site et cette personne donc, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, que celui-ci était très porté sur le phénomène OVNI. Alors vous me direz, c'est pas parce que il est très porté sur les ovnis que ça rend son observation totalement fausse ou moins crédible que celle de quelqu'un qui n'y croit pas et qui va voir quelque chose de bizarre. Vous pouvez être très fan d'ovnis et vous aussi, sans le vouloir, en voir un. Ça reste tout à fait plausible. Et ce qui est à remarquer aussi, c'est que celui-ci a réussi à garder son sang-froid tout le long de l'observation, donc apparemment, donc, on a dit dans les 50 minutes, si je me souviens bien. Donc c'est un bon pilote, il faut dire ce qui est. Ce qu'on sait et ce qui a été trouvé par cette personne, c'est que Teraoshi n'en était pas à sa première observation. On va interroger Ronald Mickle de la FAA, qui a pu interroger l'équipage dès son atterrissage à Anchorage, et qui va noter dans son rapport qu'il rédigera le jour même de l'observation: par une source confidentielle de la Japan Airlines, il m'a été rapporté que ce n'était pas la première observation d'un aéronef non identifié par le commandant Teraoshi.
Il avait donc apparemment déjà au sein de la compagnie une petite réputation dans le sens où il aurait vu régulièrement des ovnis. Mais enfin, régulièrement, on s'entend, c'est-à-dire que c'est lui qui en a vu le plus, si vous voulez. Car il n'en voyait pas tous les 4 matins ou à chaque fois qu'il était sur un vol. Il avait au final en fait seulement eu 2 autres observations. Il en a d'ailleurs un peu parlé dans son entretien pour l'enquête avec la FAA. La première fois qu'il a vu donc un ovni, c'était 5 ans auparavant. Il était environ 2 h du matin et il venait à peine de décoller de Taipei au sud de Taïwan. Je le cite. Quand on a commencé à s'élever, on a vu à notre gauche un grand vaisseau mère. Mais je l'ai ignoré. Il l'a tout simplement pas regardé, si vous préférez. Pour la deuxième fois, on n'a pas vraiment de date. C'était depuis sa maison en Alaska. Et là encore, je le cite. J'ai vu un ciel clair pendant la journée. Nous avons alors vu des lumières brillantes, à peut-être, je pense, 3000 mètres d'altitude. Et cette lumière a continué comme ça pendant une dizaine de minutes, puis elle a soudainement disparu. Et il en aurait fait une autre 2 mois après l'incident, qui est donc l'incident principal de notre vidéo. Mais sur un autre vol, sur un B747 qui transportait du vin de l'Irlande à Anchorage. C'était le 11 janvier 1987 au matin. Donc voici son observation après notre incident de Denali entre guillemets. Il était 7h29 et l'avion volait à 11 300 mètres d'altitude à 550 km au nord de Fairbanks. Le commandant Teraoshi va dire au contrôle aérien qu'il voit des lumières spéciales 4 km devant lui et 800 mètres plus bas que lui. Il va ensuite demander au contrôle aérien d'enregistrer sa description en japonais. Futelkina raito ga mieteiru. Shohodo hoki no kuroi katamari ga mae ni furo. Kyoru ni shite 5 maïru do yara ushūsen no moyo. J'ai fait ce que j'ai pu avec le peu de japonais que je connais, donc pardonnez-moi pour ceux qui le parlent couramment. Ce qui veut dire en français, nous voyons des lumières irrégulières pulsantes juste là, où il y a un gros morceau noir devant nous. La distance est de 8 km, ça semble être un vaisseau spatial. C'est comme un ovni, s'il vous plaît, vérifiez sur votre radar. Terminé. Le contrôle aérien va vérifier sur son radar, mais il va répondre que sur son radar civil, que leur radar civil le plus proche ne fonctionnait pas. Ils vont donc demander aux militaires du ROCC si eux, ils pouvaient voir quelque chose. À 7h34, Teraoshi va indiquer que le trafic, donc l'OVNI, n'était plus qu'à 2 km devant lui, plein sud. À 7h38, il va demander à faire plusieurs virages à 45 degrés. Le contrôle va alors indiquer qu'il avait repéré son avion environ à 400 km au nord de Fairbanks, mais qu'il ne voyait rien d'autre, aucun autre objet à part lui en fait. À 7h39, on va lui indiquer qu'il était en train de survoler le village arctique et que ce qu'il voyait était probablement les lumières du village. Mais Teraoshi ne semblait pas vraiment comprendre ce qu'on lui disait. À 7h40, Teraoshi indiquait « l'OVNI a disparu ». Mais à 7h46, alors qu'il se trouvait à 280 km au nord de Nenana, il va de nouveau voir des lumières à une direction de 10 heures à 10 km de distance de l'avion et toujours 600 mètres plus bas que lui. Les contrôleurs vont lui dire qu'il n'y a aucun trafic dans cette zone. Un peu plus tard, la position de l'objet va évoluer et se trouver à peu près à 9 heures et à une distance de 5 km. Puis encore plus tard, en une direction à peu près de 8 heures. À 7h51, Teraoshi indique que l'objet n'est plus visible et qu'il avait essayé de l'interpeller en se signalant avec ses feux d'atterrissage. La conversation était peu audible. Le centre d'Anchorage va lui demander « Je crois que cet objet a répondu à votre signal. » Et il va dire « Je vous dirai ça quand j'aurai atterri. » Lorsqu'il finira par atterrir avec l'avion, là encore,
l'équipage va être interrogé par la FAA. Les 2 autres membres n'étaient pas ceux qui accompagnaient le commandant lors du premier vol qui nous intéresse dans cette vidéo. Et le copilote de cette fois-ci va confirmer qu'il a vu lui aussi des lumières. Mais le mécanicien, lui, qui était assis un peu plus en arrière dans le cockpit, va lui indiquer qu'il était plutôt incertain d'avoir vu des lumières ou avoir rien vu du tout, il n'était pas sûr. Après cette dernière observation, le commandant Teraoshi va être rapatrié au Japon et interdit de vol. Alors, petite information, certains ont dit que c'était parce que justement, il avait trop parlé de son observation donc du vol 1628, donc ce qui nous intéresse, l'incident de Denali, dans la presse, et que pour cela, on l'aurait gentiment viré. Mais c'est pas du tout ça, c'est tout simplement le médecin de la compagnie qui pensait que c'était sans doute mieux pour Teraoshi qu'il se repose parce qu'il voyait quand même régulièrement des vaisseaux spatiaux. Teraoshi va se reposer pendant quelques années et il reprendra ensuite du service. C'est peut-être un courrier qui a été envoyé par Richard Haynes qui a aidé à reprendre Teraoshi et qui puisse reprendre son métier de pilote à la Japan Airlines. Car celui-ci écrira un courrier à la Japan Airlines en expliquant que, en gros, beaucoup de pilotes observaient des ovnis et ça voulait pas dire pour autant qu'ils souffraient d'hallucinations. Donc Teraoshi faisait partie de ces cas-là et il n'y avait donc aucune raison qu'il le laisse sur le banc de touche et l'empêche de travailler. Maintenant, on va passer aux suites de cette affaire. Donc, vous voyez déjà, c'est très long à expliquer tout ça. Donc comme vous le savez, de base, le capitaine Teraoshi va mentionner dans son rapport officiel à la FAA que l'objet qu'il a vu était bien un ovni. En décembre 1986, il va accorder une interview à 2 journalistes de Kyodo News. Tout de suite, la Japan Airlines va l'interdire de vol pour avoir parlé à la presse et le transférera à un poste au niveau des bureaux. On le réintégrera au poste de pilote quelques années plus tard, comme je vous le disais, puis il prendra sa retraite dans le nord de Kanto. Kyodo News va contacter Paul Stuck, qui est responsable de l'information publique de la FAA à Anchorage, le 24 décembre 1986. Il va recevoir la confirmation de l'incident, suivi ensuite par l'UPI le 29. La région de l'Alaska des FAA a consulté notre pas très doué pour retenir les incidents John Callahan, qui était chef de la division des accidents et des enquêtes de la FAA. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils devaient dire aux médias à propos du fameux ovni. John Callahan, à ce moment-là, n'était pas au courant de l'incident et il estimait que c'était probablement un vol tôt le matin d'un bombardier furtif et pas forcément un ovni. Il va demander à la région d'Alaska de transmettre des données pertinentes à leur centre technique qui se situait à Atlantic City dans le New Jersey. Lui et son supérieur vont ensuite restituer les données radar et liées aux cassettes vocales en enregistrant sur vidéo les lectures simultanées. Un jour plus tard, au siège de la FAA, on va informer le vice-amiral Donald D. Engen, qui avait visionné toute la vidéo depuis une demi-heure, et on va leur demander de ne parler à personne avant d'avoir reçu l'accord et de préparer une présentation exhaustive des données pour un groupe de représentants du gouvernement qui viendrait le lendemain. Des représentants du FBI, de la CIA et de l'équipe d'études scientifiques du président Reagan, entre autres, vont assister à la réunion. À la fin de la représentation, toutes les personnes qui étaient présentes vont apprendre le fameux incident, qui jusque-là était resté secret. Cependant, il fallait faire comme si leur réunion n'avait jamais eu lieu. Selon Callahan, les responsables vont considérer que les données représentaient la première instance de données radar enregistrées concernant un ovni, et ils ont pris possession de toutes les données présentées. John Callahan va toutefois réussir à conserver la vidéo originale, le rapport du pilote et le premier rapport fait à la FAA dans son bureau. Les impressions de données informatiques oubliées sur les cibles ont également été redécouvertes et ils vont permettre de reproduire toutes les cibles qui étaient dans le ciel au moment de l'incident.
L'enquête de la FAA au total va durer 3 mois. Et celle-ci va officiellement publier ses résultats lors d'une conférence de presse qu'elle tiendra le 5 mars 1987. Elle l'accompagnera d'un communiqué de presse qui, je vais vous le lire, va suivre, et c'est Paul Stuck, le porte-parole en Alaska, qui va s'occuper de ce communiqué de presse. Donc voici le communiqué de presse. L'administration fédérale de l'aviation a de nombreux employés qui font de la recherche scientifique concernant les avions, l'aviation et les équipements électroniques liés. La FAA n'a pas les moyens ni le mandat du Congrès pour enquêter sur les observations d'objets volants non identifiés. Nous n'avons pas cherché à déterminer ce que l'équipage du vol Japan Airlines 1628 a vu en nous appuyant sur une analyse scientifique des étoiles, planètes, champs magnétiques, angles de vue, etc. Nous avons reçu des courriers de plusieurs personnes suggérant que nous interrogions l'équipage et d'autres personnes sur une variété de questions détaillées d'un point de vue scientifique. Nous n'avons pas fait cela et n'avons pas l'intention de le faire. Nous avons traité les données générées par nos systèmes, les interviews qui ont été faites par la FAA pour déterminer la situation de l'équipage et de l'avion. Et nous avons fourni cette information au public. La FAA a terminé son enquête sur le vol Japan Airlines 1628 et n'a pas l'intention de la poursuivre plus avant. Paul Stuck va se rétracter plus tôt en suggérant au contrôleur de confirmer que c'était un ovni et de l'attribuer à une image radar divisée avec un timing malheureux. Il a précisé que la FAA n'avait pas assez de documents pour confirmer la présence de quelque chose. Et bien qu'il acceptait les descriptions de l'équipage, ils étaient incapables de soutenir ce qu'ils avaient vu. Donc c'était une enquête sans être une enquête, quand vous regardez au final, puisqu'ils n'ont fait intervenir personne, ils ont juste observé ce qu'ils avaient eux, et en ont conclu que on peut rien faire, on peut rien dire, donc c'était pas des ovnis, et voilà, point barre. Ça a été un peu rapide, je trouve. Une autre personne va de son côté faire une enquête, c'est Bruce Maccabee. C'est un ufologue. C'est lui qui a fait l'étude la plus complète du cas, et il va s'appuyer sur les données publiées par la FAA, et faire de son mieux pour les rendre compréhensibles. Bruce, c'est un physicien en optique, retraité de l'US Navy, et il est très connu pour le sérieux de ses enquêtes. Et celle-ci n'a pas dérogé à la règle, même si elle est très orientée vers l'hypothèse d'un engin extraterrestre. Maccabee va reconstituer la trajectoire de l'avion et retracer au mieux le déroulement précis de l'observation. Il va faire cela en recoupant les témoignages et les enregistrements de la FAA. Sa conclusion générale sera qu'aucun phénomène connu ne peut expliquer ces fameuses 2 grappes de lumière clignotantes et ondulantes citées par Terauchi, apparues devant l'avion pendant quelques minutes. Il s'agirait là de la partie vraiment étrange de l'observation visuelle, alors que la suite, notamment ce qu'aurait vu le commandant Terauchi, cette fameuse silhouette d'un gigantesque vaisseau spatial, là c'est beaucoup moins convaincant. Les éco-radars seraient eux apparemment intrigants, sans emporter la conviction étant donné leur caractère fugitif, et ils ne représentant pas une trace connue corrélée avec une observation visuelle. Maintenant la question que tout le monde se pose, et encore aujourd'hui, c'est est-ce que ces ovnis ou aéronefs que ces pilotes ont aperçus étaient-elles d'origine extraterrestre ou est-ce qu'ils avaient une explication? Sachez qu'il y a déjà pas mal d'observations d'ovnis au-dessus de l'Alaska, et comme partout ailleurs dans le monde au final. Seul problème, c'est quand il commence à y en avoir un peu plus qu'ailleurs, et là il faut commencer à se poser des questions, et se demander s'il n'y a pas un phénomène particulier qui concerne l'Alaska. Et c'est là l'hypothèse donc de la personne qui a écrit toute son enquête sur le lien que je vous ai donné. Qu'est-ce qui se passe souvent en Alaska? Ce sont les aurores boréales. Alors il y a toute une explication que je ne vous ai pas mis dans la vidéo. C'est une hypothèse qui, si elle vous intéresse, vous pouvez aller directement la lire sur le lien que je vous ai donné. Je vous préviens, c'est un très long texte, donc vous pourrez voir ce qu'il pense de tout cela. Et selon lui, ce serait possiblement, selon la description qui a été faite, etc.,
tout simplement des aurores boréales qu'auraient vu les pilotes. Maintenant, c'est une hypothèse comme une autre, on va dire. Donc, au final, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Qu'est-ce qu'ont vraiment vu le capitaine, le copilote et le mécanicien? Quelque part, à ce jour, personne ne le sait et il ne reste que des hypothèses à faire, c'est tout. Alors, comme vous voyez, j'avais dit cette vidéo serait un peu plus longue, légèrement plus longue, et encore parce que j'ai fait des coupes et je vous ai pas tout raconté dans le moindre détail comme je disais, parce que sinon je n'aurais pas pu. Et si je veux vous sortir 3 vidéos par semaine, il faut quand même que je me ménage un minimum et que j'ai le temps de travailler sur les vidéos que je dois vous sortir quand même. Et je pense que j'ai quand même aussi mis les principales informations de cet incident. Vous comprenez ce qui s'est passé, vous avez les enquêtes qui ont eu lieu après, etc. Donc vous avez pas mal d'informations pour comprendre ce qu'on appelle donc cet incident de Denali, faussement appelé incident de Denali puisque ça s'est passé au-dessus d'Alaska, je le rappelle, et qu'on devrait plutôt appeler l'incident du Japan Airlines 1628, ça serait un peu plus juste. Et comme je vous disais, plus tard viendra donc tout le témoignage de Teraoshi, qu'il aura écrit donc 1 mois et demi après. Ceux qui seront allés voir le document dans la description auront peut-être déjà lu ce que dira Teraoshi, mais pour les autres, je le mettrai quand même sur la chaîne si ça peut intéresser d'autres personnes. En tout cas, malgré mes coupes, etc., j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo, que vous aurez appris certaines choses. C'est un incident apparemment très connu dans le monde ufologique. Donc les passionnés d'OVNI, je pense que vous avez dû en entendre parler. En tout cas, pour me dire tout ça, vous savez que vous pouvez aller dans la section commentaires, me dire si vous connaissiez cet incident, si vous en aviez entendu parler, si c'est la première fois que vous en entendez parler, si vous avez des hypothèses sur ce qui aurait pu se passer. Est-ce que vous pensez que c'est un danger extraterrestre? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'explicable? Est-ce que vous êtes de l'hypothèse de celui qui a écrit l'article assez complet, que c'est possiblement des aurores boréales qui se passent en Alaska et qui pourraient expliquer ces fameuses lumières? Vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires, exprimez-vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Après, le petit bonus qui serait bien avec le commentaire, ça serait de me mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir, surtout lorsque ce sont des vidéos de cette longueur, même si j'ai un peu l'habitude de vous faire des grandes vidéos maintenant, il faut dire ce qui est, parce que j'essaie d'être la plus complète possible. Ça n'empêche que ça reste du boulot et que de voir des commentaires et des likes sur du travail qu'on a fait et qu'on a passé des heures dessus, ça fait vraiment plaisir, il ne faut pas se le cacher. Et puis si vous débarquez sur cette chaîne et que ce genre de vidéo vous intéresse et que vous aimez le paranormal ou surnaturel et tous les thèmes qui s'y raccordent des plus variés possibles, eh bien sachez que vous serez bienvenus sur cette chaîne. Il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner pour faire partie de mes bibliothécaires. Si vous avez passé le cap, eh bien je vous souhaite la bienvenue parmi mes bibliothécaires et moi je suis la gardienne de cette bibliothèque et j'essaie de vous apprendre des choses chaque semaine quand cela est possible. Car oui, il se peut que des moments vous connaissiez certains sujets, je n'y peux rien. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera postée sur la chaîne, et cela ça vaut pour les abonnés tout récents comme les anciens abonnés qui ne l'auraient toujours pas fait, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche et de cocher recevoir toutes les notifications pour que YouTube vous envoie une notification dès qu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne. Je vous rappelle que celles-ci sont publiées le mardi, le jeudi et le dimanche, toujours à la même heure, 14 h. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager aussi bien la chaîne que les vidéos postées, dont celle-ci, que ce soit de manière orale en parlant autour de vous ou en conseillant autour de vous d'aller faire un tour sur cette chaîne, ou bien en passant par tout ce qui est réseaux sociaux, ou par les mails, ou par des blogs, des sites internet, enfin tous les moyens sont bons
pour partager la chaîne et accueillir de nouveaux passionnés sur cette chaîne pour parler tranquillement entre nous de paranormal. Eh bien, je crois qu'il va être temps pour moi, mes chers amis bibliothécaires, en tant que gardienne de celle-ci, de fermer ses portes et de vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!